Bonsoir et bienvenue dans Mimi, le numéro 7 de la septième saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, comment vas-tu? Comment as-tu passé cette dernière semaine? Trop bien. Ouais, alors pour rappel, nous avons un chat. Antoine et moi y sommes, très régulièrement et puis bon, on en profite, je pense, à Antoine, on fait régulièrement des coucous à la communauté qui nous suit, donc la Panthère Rose, Fidèle, Brise et puis le Citoyen et toi Antoine, enchaîne. Gérard, on va en louper là, ça y est, là, forcément, on va se mettre à mal avec ainsi. Il y a même Zelle qui est revenue aussi, il y avait Bah longtemps qu'on oui. n'avait pas vu. Voilà. En tout cas, le samedi soir, si vous voulez chatter avec nous pendant la diffusion de l'émission, rendez-vous à 21 h, voilà, tous les samedis soirs. Et en plus, vous aurez l'occasion aussi de pouvoir discuter avec nos invités lorsque nous avons la chance d'avoir des invités exceptionnels comme ce soir. Et ce soir, il s'agit de Jean-Pierre Ekma. La pression. Et bonsoir Antoine, ça me fait énormément plaisir de te retrouver sur ta chaîne. Ça fait quand même quelques années qu'on se suit un petit peu. Et, et Natacha, bon, bah, ça c'est notre coup de cœur à tous les deux, je crois, hein. Voilà, et merci Natacha encore d'être là et de participer avec Antoine à me mettre sur le grill. Eh bien, coup de cœur partagé parce que Antoine va nous dire qui tu es, mais nous t'avons déjà effectivement reçu. Et là, c'est un petit moment Oui. un peu sympa que vous allez découvrir avec nous. Mais alors là, Antoine, je te laisse présenter qui est notre ami. Alors, déjà, en deux mots, si vous voulez voir notre dernière émission que nous avons faite avec Jean-Pierre, eh bien, c'était l'année dernière, dans la saison numéro 5, où on avait invité Jean-Pierre pour parler du néo-chamanisme, parce que Jean-Pierre Ekma est un chaman, alors non pas un chaman amazonien comme on a l'habitude de rencontrer ou de parler, mais un chaman sibérien, taoïste. Comment tu te définis là-dessus? Ben, en fait, le terme chaman au niveau asiatique, ils préfèrent parler d'alchimiste taoïste ou de kung-fu taoïste ou de ce truc-là. Mais en fait, c'est un chamanisme qui a été issu donc des Tangouzes sibériens et qui a été après en fait inspiré par la culture chinoise taoïste. D'accord, parce que la fois dernière, je pense qu'on avait attaqué directement le sujet sur le néo-chamanisme et on n'avait pas forcément refait un petit bilan de ton parcours. Comment est-ce que tu en es arrivé à cette formation de chaman? Parce qu'on peut pas, voilà, on se lève pas un matin en se disant, bah, tiens, je vais être chaman et puis je vais aller en Sibérie pour pouvoir apprendre tout ça. Euh, comment ça t'est venu en fait? Comment ça s'est passé? Ouais, ça c'est un point que tu soulèves qui est intéressant. Euh, c'est que oui, on décide pas d'être un chaman. Ça c'est intimement vécu. Euh, dans mon cas, c'était très comment dire simple. C'est juste que j'ai une amie qui m'a téléphoné et qui m'a dit qu'elle avait un maître taoïste dans son jardin près de l'Odève. Donc vraiment dans le Larzac perdu, elle avait un petit terrain avec une yourte et à, isolé. Hein, il y a à 20 km autour, il n'y avait pas d'habitation, il était vraiment isolé. Et moi, ben, tu sais, on a tous été bercés par Karate Kid. Hein. Donc, je faisais des arts martiaux, j'avais un maître taoïste, ben voilà, quoi. En fait, je voulais être initié comme Karate Kid et puis devenir un grand maître de kung-fu chinois, de boxe chinoise comme Bruce Lee, etc. Quoi. Je suis monté le voir et puis il m'a absolument pas considéré parce que non, il m'a complètement rejeté. Hein, c'était un non catégorique. Et, euh, et en fait, c'est grâce à ma chienne, tout simplement, parce que je suis monté avec Yola, qui était un berger de brie. Et c'est lui qui est tombé amoureux de ma chienne. Et comme mon ami devait
le ravitailler à peu près toutes les 3 semaines. Et bien, toutes les 3 semaines, c'était moi qui amenais son petit plat, son plat, quoi, enfin, sa nourriture et tout ce qu'il avait besoin. Et, et, euh, et toujours en ayant un mur devant moi, hein, qui ne me calculait pas, hein. Vous savez, quand vous avez une personne que vous tendez le panier, qui ne vous regarde pas, etc. et tout, mais qui s'amuse avec votre chienne, et que votre chienne qui était dressée, je lui avais fait de l'agility, etc. Donc elle était toujours à mes pieds, à côté de ma jambe, et elle ne m'écoutait plus. C'est-à-dire, elle le suivait, et moi, des fois, j'attendais 20 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à temps, quoi. Ouais, ta formation avait déjà commencé, mais tu le savais pas, Ouais, c'est ça? ah, c'était terrible. Ouais, c'était terrible. C'était terrible. C'était terrible. Parce que tu sais, tu as un côté très affectif avec un animal. Et surtout quand tu as un animal qui est assez grand et qui est toujours près de toi, qui a ses commandements et tout, perdre le contrôle, quoi, à cette époque-là. Et j'étais complètement dans le contrôle parce que j'étais en licence de chimie, etc. Donc euh, je venais juste de rentrer de l'armée, etc. Et tout était très contrôlé. Ouais, ma vie était très contrôlée. J'avais une maison, j'avais une amie à l'époque, et, et quand j'ai décidé d'aller le voir, c'était pour encore faire un exercice pour moi, quoi, d'apprendre quelque chose d'arts martiaux, etc., de me perfectionner. Et là, je perdais pied, quoi. Je perdais le contrôle. C'est-à-dire que j'arrivais et j'étais rien. J'étais rien. Et donc, ma chienne, elle est rentrée sous la yourte. Et bon, j'attends, et 10, 20, 30, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et donc je décide d'aller la chercher, quoi. Donc, je vais ouvrir la yourte, et là, je vois le petit homme, là, parce qu'il était assez petit, assez âgé, assis, en train de préparer à manger, et ma chienne assise, comme un humain, en train de le regarder et de faire comme si ils se parlaient entre eux, quoi. Et moi, je regarde cette scène-là et je l'appelle, Yola, viens ici. Elle ne m'a pas bougé. Elle n'a pas frémi une oreille, rien. Et, euh, et là, je commence en fait à perdre mon contrôle à moi. C'est-à-dire, je commence à être en colère, quoi. Je commence à dire, bon, bah, ça suffit le jeu, quoi. On arrête. Euh, je récupère ma chienne et puis je vais chez moi, et puis arrête tes bêtises, pour pas dire un autre mot. Et là, j'ai vu juste son regard, et il m'a montré du doigt. Et il m'a fait. Ah non, non, il a montré ma chienne, et il a montré ma chienne, et il a fait. Ah non, 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 elle reste pas ici, non, 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 je veux pas. Et il me pointe le doigt sur moi, et il me fait, tu restes ici. Et là, ça a été, je poile, hein, c'est normal. Et, euh, et là, c'est tout, le monde s'écroule. Je crois, je suis pas tombé, mais je me suis assis, et j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis en train de vivre que j'ai toujours, en fait, désiré au fond de moi. Et c'est là, maintenant, à cette époque-là, je disais pas ça d'une certaine manière. C'est que oui, on est appelé. Oui, c'est inscrit dans notre ADN. Oui, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, et on devient ça. On va sur cette voie-là. Et je suis resté 1 an avec un travail intensif sous une yourte, sans eau, sans électricité. Je faisais 5 kilomètres par jour pour aller chercher de l'eau. Et puis j'ai vécu 1 an avec une initiation que je ne voyais pas, hein. Je vivais, en fait, j'accompagnais quelqu'un qui vivait comme ça. Et je ne comprenais pas qu'il m'enseignait à cette époque-là.
Bon, on va revenir, sur ces épisodes parce qu'effectivement tout ça, heu heu, ça a été une période assez intense, c'est clair qu'on était loin du Karate Kid avec les baguettes pour attraper les mouches, hein, ça avait Ouais. Ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. mais voilà, ça a vraiment été, voilà, un très, très grands impacts pour toi dans ta vie. C'était début des années 90, c'est ça à peu près? Oui, oui, c'est ça, ouais, D'accord, 92-93. OK. Donc on va 93. voir, eh bien, où est-ce que ça t'a mené tout ça? D'ailleurs là tu es en train d'écrire un livre, hein, qui va bientôt sortir là d'ici la fin de l'année et Oui, moi j'avais, envie, qu'on se pose une question en toile de fond comme ça, qu'on ait cette question dans la tête pendant tout notre entretien avec, toi et Natacha. Est-ce que finalement le chamanisme, ce serait pas une malédiction? Ah, mais on y reviendra, on oui, y reviendra. oui, alors, oui, on va y revenir, et oui, tu viens d'enfoncer la yourte et je vais te dire oui, 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 oui. Pour le vivre, oui, oui, c'est une malédiction, mais hem, on va l'expliquer, justement. Je pense qu'on va l'expliquer parce que c'est vrai, j'écris ce livre-là justement pour aller dans ce sens-là en disant, que le chamanisme, c'est pas du tout, le côté, écologique ou, développement personnel ou, retrouver, un sens à sa vie ou aider les autres ou guérir ou c'est quelque chose qui est, viscéralement un sacrifice. Mmh mh. Bon, je plombe. Non, non, mais Non, au contraire, c'est un peu ce qu'on voit aussi, tu nous as envoyé un résumé des chapitres de ton Ouais, livre et c'est évidemment ce qu'on y lit. C'est tout un enchaînement. J'aurais quelques questions à te poser là-dessus d'ailleurs. Mais avant de poser des questions, je vais donner envie aux futurs lecteurs et en tout cas aux auditeurs de lire ton livre et puis de suivre l'émission. Alors tu as, ton livre, c'est l'histoire d'un journaliste. Je ne vais pas tout dévoiler, mais ce ouais, journaliste s'appelle Marc et il a à faire un travail sur le chamanisme. J'ai relevé des petites phrases et je vais les lire. Donc, à un moment donné, tu dis: «Marc comprend alors que l'enjeu n'est pas la croyance, mais le contrôle des états de conscience». Ça m'a beaucoup plu. Celui Écoutez bien les amis, celui qui façonne la manière dont les humains perçoivent le réel contrôle la manière dont ils vivent, obéissent et se souviennent. On reviendra là-dessus. J'ai relevé une autre phrase où tu dis: «Les chamans ne se contentent pas de symboliser le monde, ils changent le mode de perception». Ils changent de mode de perception, pardon, je lis mal. Leur accès à l'invisible n'est pas mystique, mais fonctionnel. Là aussi, c'est intéressant par rapport notamment à l'idée qu'on a du chamanisme aujourd'hui, avec ce néo-chamanisme où on voit des gens qui jouent du tambour et d'autres qui se mettent en transe ou qui dansent ou autre. Moi, j'ai envie d'aller aussi là dans n'est pas mystique, mais fonctionnel. Tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. Et puis à un moment OK. donné, voilà, notre journaliste Marc rencontre un chercheur au CNRS qui s'appelle Philippe. Et tu écris, donc on lit sous ta plume: «Philippe introduit alors l'idée que le temps n'est pas linéaire. Ce que les chamans nomment voyage ou vision correspond en langage de physique quantique à l'accès à un champ d'information simultané où passé, présent et futur coexistent». Tu nous amènes vraiment dans d'autres états de conscience. Et puis, tu as un chapitre qui se termine sur une phrase aussi de Philippe, notre, chercheur au CNRS, que tu dis être à la fois simple et vertigineuse et effectivement, quand je l'ai lu, je me suis un petit peu sentie transportée. Alors je vous la lis. Écoute Antoine: «Le réel n'est pas ce que vous voyez. Il est ce que vous êtes en train d'apprendre à supporter». Et là, on rebondit.
sur le chamanisme n'est-il pas une malédiction? Que pourrais-tu dire de ce que tu viens d'entendre, ce que tu as toi-même écrit? Là, là, tu as pris, heu, tu as pris l'essence même, en fait, de mon livre et là, il nous faut, 10 émissions pour vraiment expliquer, mais on va essayer En une? et hem, faut vraiment comprendre que, les gens ont une image du chamanisme, hem, qui n'est pas vraie, enfin, qui n'est pas fondamentalement l'initiation d'un chaman. Ils ont vécu et ce sont des praticiens du chamanisme. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser des outils que le chamanisme apporte et il faut bien comprendre que je fais vraiment la différence entre le signifiant et le signifié, si on parle un peu de psy. Heu heu, le chamanisme, le chaman n'a pas fait le chamanisme. C'est le chamanisme qu'a fait le chaman. Le chamanisme, c'est un langage. C'est un langage d'un champ de conscience. Ce champ de conscience, heu, il y a j'aimerais bien, avec Antoine parce il y a quelques années, on regardait une série, c'était Enterprise Discovery, un truc comme ça Star et Trek, c'est ça? justement Tout à fait. Mmh. ouais et justement, il y avait un pilote du vaisseau qui se branchait sur, un réseau, heu, comme un mycélium qui interconnectait toutes les choses qu'il y avait dans l'univers. Mmh. Et c'est grâce, en fait, à sa connaissance, vraiment, parce qu'il touchait, en fait, hein, la machine. C'était vraiment une interface biomécanique qui permettait à l'Enterprise d'aller dans le temps ou dans l'espace-temps. Et en fait, le chaman, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui guide, qui pilote ou qui est un passage d'un réseau qui est interconnecté à un champ conscience unifié. C'est-à-dire que ça soit un atome d'une chaise à un satellite sur Vénus, s'ils en ont, si elle en a, euh, ou, euh, ou n'importe quelle chose qui puisse avoir justement un esprit ou une conscience. C'est ça que tu voulais me dire tout à l'heure avec qui t'a interpellé, hein, Natacha, hein, c'est ça, hein? Ça me faisait penser, ce que tu dis, à, en fait, des chercheurs en physique quantique, qui parlent de tu connais la théorie des cordes, donc là, Oui, on est dans une théorie quantique que je ne me permettrai pas d'approfondir. Mais je sais qu'ils avaient compris, en tout cas des gens qui avaient une culture, alors je sais plus laquelle, mais c'est des peuples premiers, qui disent qu'ils entendent la musique des étoiles, tu vois? bien sûr. Ils entendent, voilà, ils entendent, les étoiles chanter et pour eux, quand ils reprennent cette théorie des cordes, les choses s'assemblent et en fait, nous, notre langage va passer par ces théories, cette, physique et cette rationalisation, cette rationalité et pour les peuples premiers, ça paraît évident. Donc quand tu vas, toi, aborder le chamanisme, non pas comme une croyance, mais comme, en fait, presque comme une fonction biologique ancienne, on a le sentiment que tu proposes une sorte d'archéologie du vivant, tu vois? Et Oui, en fait, en lisant ton livre aussi, enfin les parties de ton livre, je me suis dit: «Il y a forcément un moment où pour toi, en fait, le chamanisme, comme tu l'as dit, n'était pas une invention humaine, mais une sorte de mémoire très vaste et aussi une mémoire de l'espèce». Je me trompe ou pas? c'est exactement ça. Mmh. Si tu veux, Marc, dans le livre, heu bah, il est un peu comme nous, et
on lui donne un os à ronger qui est le chamanisme. Fais-moi un article sur le chamanisme. Et là, il est, il est interloqué parce que pour lui, le chamanisme, c'est quelque chose qui est folklore. Et il va au début essayer euh, de trouver des informations. Et comme n'importe qui là, nos auditeurs, qui tout d'un coup, en écoutant notre vidéo, va se dire, je vais chercher moi-même de l'information. Et c'est un parcours du combattant. Et si il a une intention qui est, on va dire, profonde, l'univers va lui donner des réponses. Il va se connecter à ce champ de conscience. Et ça, c'est incroyable, en fait. Parce que, alors, il y en a beaucoup qui parlent de synchronicité, de ces choses-là. Moi, je me méfie beaucoup de la synchronicité. J'appelle toujours des confirmations. C'est quand tu as envie de marcher et d'aller rejoindre quelqu'un, tu as énormément de routes et, euh, et tu sais pas vraiment quel chemin prendre. Et pourtant, le chemin que tu vas prendre va t'amener petit à petit à ta destination, mais avec le maximum d'informations. Par contre, si tu le prends à la légère ou tu fais confiance à ton GPS, tu vas en fait rentrer dans une conformité d'informations où on est complètement inondé d'informations qui sont toujours les mêmes, qui sont toujours là pour que, comme une sorte de torrent d'informations qui est faite par l'homme. Et c'est très difficile, une fois qu'on est dans ce maelstrom d'informations, de s'en extirper et de reprendre en fait des choses. Pourquoi je suis là et pourquoi je le fais et pourquoi je fais ci. On est en fait complètement euh, ballotté par ce flot d'informations et donc on rentre dans un flot d'informations du chamanisme qui n'est absolument pas le chamanisme. Par contre, si on a envie de soi-même, d'avoir ce discernement, de dire, je veux vraiment savoir ce que est le chamanisme et de le vivre. Alors attention, je mets aussi encore un bémol pour le vivre, parce qu'il y en a beaucoup qui font des voyages hein, en Amazonie, justement. Et c'est toujours aussi le vivre, c'est pas le vivre n'importe comment, c'est déjà le vivre chez soi, au fond de soi, dans son lit, dans son canapé, et d'essayer de comprendre pourquoi en fait ce langage, enfin ce chamanisme éveille en vous une curiosité. Une fois qu'on a ce petit lien, voilà, Marc va, c'est le discours de Marc qu'il est en train de faire en fait. Et au fur et à mesure de justement, au fur et à mesure, il va être happé, mais par un fer, et il va rencontrer des personnes qui à chaque fois vont le remettre dans le chemin qui est le sien, c'est-à-dire qui va rentrer dans le chamanisme viscéralement, par son corps. Donc, pour toi, Jean-Pierre, écrire ce livre, c'était du coup, moi, en le lisant, j'avais vraiment l'impression que tu emmenais le lecteur vers son initiation propre, en fait. Mais, de fait, c'est pour toi une transmission? C'est une enquête? Parce qu'on y découvre plein de choses aussi, ou une initiation? Du coup, autrement dit, en fait, l'auteur que toi tu étais au début du manuscrit, est-ce qu'il est le même que celui qui en est sorti? Alors, oui, euh, parce que, parce que ce livre va être une trilogie.
Donc, là, pour le premier livre, c'est vraiment expliquer ce que c'est le chamanisme. Le deuxième, ça va être expliquer ce que c'est l'initiation. Et le troisième, c'est le but de l'initiation. Donc, il va y avoir trois choses qui sont importantes, qui sont ma vie. Euh, Alors, Après, pour être très honnête avec toi, accoucher de ce livre a été une façon, oui, de transmettre, de retransmettre ce qu'on m'a appris. Ça, c'est évident. Euh, et de transmettre véritablement l'essence. Quand je t'ai dit le sacrifice, moi j'aime bien faire la langue des oiseaux, le langage des oiseaux, c'est le sacré fils. Donc, dans fils, il y a évidemment transmission. Et oui, transmettre le sacré, c'est quelque chose pour moi qui est, je refais encore ce mot, hein, viscéral, mais c'est ce qui est la chose la plus importante pour moi, bien avant ma vie sociale. S'il y a une seule chose qui est le plus important, voilà, c'est ça. On m'a montré que ma vie est sacrée, que la vie est sacrée et que ce n'est pas quelque chose qui est anodin de mettre de la vie dans de la matière. Si je peux, à travers ce langage qu'est le chamanisme, montrer que nous sommes des êtres importants et que maintenant qu'il faudrait un petit peu se réveiller parce que ça fait quelques millénaires que nous sommes de nouveau endormis. alors Jean-Pierre, si je veux prendre le contre-pied de la question Oui, de Natacha, si ça n'a pas changé l'auteur que tu es, parce que toi, de toute manière, tes transformations, tes métamorphoses, tu les avais déjà faites avant, et je vous renvoie les amis à l'émission précédente. oui, Est-ce que la lecture de ce livre, et puis du coup de la trilogie qui va arriver, est-ce que elle, cette lecture, elle va changer le lecteur? c'est mon souhait, évidemment. Évidemment que c'est mon souhait. Peut-être pas le changer, mais l'interroger sur son propre corps. L'interroger sur son corps. Et si j'arrive à lui faire comprendre que c'est pas anodin un corps et que il faut arrêter de vouloir s'en échapper dans des spiritualités ou dans des éveils qui, euh, qui le coupent en fait de sa véritable essence. Pour moi, c'est une fuite de quelque chose, c'est une fuite de son identité à lui. En fait, le chamanisme, c'est ça, c'est un langage du vivant, c'est un langage du vivant. Oui, je serais plutôt d'accord avec ça, moi, en étant, bah, tu connais, mon métier, je suis thérapeute Oui, psychocorporelle. Donc pour moi, oui, évidemment, esprit, corps, spiritualité, c'est incarné. Et d'ailleurs, en lisant les résumés des chapitres de ton livre, j'ai hâte de découvrir le livre tout court parce que c'était vraiment très intéressant et je dis pas ça parce qu'on s'apprécie, c'était vraiment intéressant. Vous le découvrirez aussi les amis pour ceux qui auront envie de lire le livre de Jean-Pierre. Du coup, en le lisant, on pourrait comprendre qu'en fait, cette conscience que je vais nommer chamanique, je me permets de faire ça, c'est un petit raccourci, oui, ce n'est pas un état ajouté, tu vois? Mais je dirais même que oui, c'est plutôt un état, entre guillemets, hein, «sous stress». C'est-à-dire qu'on enlève en fait oui, des filtres, on enlève des croyances, on enlève peut-être même des protections, des défenses. Ça, c'est mon côté, thérapeute psychocorporel qui ira là-dedans. Heu, Est-ce que ça voudrait dire que le chemin que tu as parcouru est avant tout une mise à nu et du coup, est-ce que c'est là où t'emmène notre lecteur? oui. Il y a un auteur qui s'appelle Sri Aurobindo
il disait que la véritable spiritualité est dans la supramatière, c'est-à-dire véritablement dans notre matière. Et on va beaucoup plus loin, on va jusqu'à l'ADN, Mmh. et je pense que oui, c'est inscrit en fait. Euh, mais le chamanisme, comme je dis, c'est le langage du vivant. Donc le langage du vivant, c'est l'ADN. Euh, Jérémy Narby, il a fait le serpent cosmique et il en a parlé aussi de cet ADN, le serpent qui revient souvent dans les voyages ou dans les trans que certains praticiens du chamanisme expérimentent. Euh, pour comprendre que, en fait, quand on travaille le chamanisme, on va travailler notre matière pour que il y a une sorte de décodage de quelque chose dans notre ADN qui fait ressurgir une modification dans notre cerveau. Et, euh, et on a des facultés différentes, on a une activation très forte. Euh, il y a eu Corinne Sombrin, elle a fait énormément de choses là-dessus avec des scanners, etc. Ils ont vu qu'il y avait vraiment le cerveau qui fonctionnait différemment. Et il faut comprendre aussi que nous, pour nous, le chamanisme, c'est surtout celui-là qui m'a été enseigné, est très lié aux champignons et à toute le rapport qu'il y a eu des champignons dans notre origine, l'origine de la vie. Euh, et justement, ce mycélium des champignons qui relie dans la nature, hein, là on va rester sur le petit champignon qu'on voit dans nos forêts, qui relie tous les organismes vivants, il connecte tout et il y a vraiment un langage, une connexion entre tous les êtres vivants euh, qui sont dans cette forêt. Et ils ont remarqué, il y a des scientifiques qui ont vu que en fait, la psilocybine, les ptilos, donc les petits champignons, pouvaient activer un gène. Et c'est le fameux gène MR 941 que vous avez parlé dans une certaine émission d'extraterrestres. Ça a été quand j'ai vu l'émission, j'ai dit, mais c'est pas possible. Parce que nous aussi, en fait, ce champignon active ce gène. Et je sais pas si tu vois ce que c'est, la modernité comportementale. C'est un moment donné où l'humanité survivait, donc comme des chasseurs-cueilleurs. Donc c'était en mode survie, je mange, je dors, je mange, je dors, je mange, je dors. Et puis tout d'un coup, il s'est mis à penser, ou il s'est mis à faire de l'art, il s'est mis à enterrer ses morts. C'est ça la modernité comportementale. Et à un moment donné, on a cru vraiment que ça arrivait à l'Homo sapiens sapiens. Et ils ont découvert un gène qui est caractéristique, qui est justement le gène MR 941, qui a une faculté de changer les connexions dans notre cerveau et de nous amener à anticiper ou nous amener à rêver ou à faire quelque chose qui n'est pas factuel. Donc, à projeter soit dans un futur ou soit se remémorer d'un passé. Et l'Homo sapiens sapiens, justement, on a découvert que en fait, c'était aussi dans le Néandertal et qu'il y avait eu des bons dans notre histoire de l'humanité. Il y a eu des bons, puis après, il y a eu, comme on dit, un silence, puis un bon, et un silence, et un bon, et un silence, et qui était dû à une activation d'un rétrovirus. Et ils ont vu que, en fait, le champignon
activait le gène qui activait un rétrovirus et qui permettait en fait cette activation. Et pour comment pour en fait, à chaque fois, ces bons étaient liés à une activité des chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire, soit il y avait un bouleversement climatique, et il y avait une période très forte qui était le Miocène. Et le Miocène, c'était avant, il y avait une forêt luxuriante où il y avait beaucoup de nourriture. Puis après, il y a eu un dérèglement climatique. Euh, et c'est devenu beaucoup plus aride, mais c'était un terrain très favorable pour les champignons. Et à chaque fois qu'il y a eu des bons, les scientifiques ont remarqué qu'il y a eu des bouleversements climatiques. Et que quand il y avait l'arrivée des champignons, il y avait un bond de l'humanité. Et c'est justement ce que je suis en train d'expliquer, c'est que c'est par absorption d'un champignon, c'est par absorption de substances qui ont activé des gènes dormants dans l'ADN, qui ont permis en fait d'accéder à une conscience ou d'accéder à des outils comportementaux. Et le chaman, en fait, quand on a une initiation, comme tu as dit, on arrive avec énormément de couvertures qui ne sont pas les nôtres et qui sont bien sûr toutes nos émotions, notre hérédité émotionnelle, qui sont dues de nos parents, de nos ancêtres, de notre côté social, culturel et religieux. Et la première chose que j'ai appris, en fait, quand j'ai fait mon initiation, c'était justement faire taire mon mental et faire taire mes émotions. Et c'est là où la notion de sacrifice est intense, parce que pour faire débrancher un mental et pour faire débrancher des émotions, on va contraindre le corps à réagir instinctivement. On va aller dans ce cerveau reptilien, et celui-là qui m'a enseigné m'a mis dans des situations où, en fait, tu ne peux plus penser, tu ne peux pas avoir des émotions parce que tu passes pas l'épreuve. C'est tellement violent et tellement douloureux dans ton corps que tu es obligé de faire ce que le corps veut et ne pas faire toi ce que tu veux. Mmh. Hein, le dernier, je vous avais parlé que j'étais enterré, mais il y a d'autres choses qui sont plus banales, c'est-à-dire vous prenez deux arbres distants de 20 mètres et vous demandez à la personne de marcher sans jamais s'arrêter et de faire cette distance de 20 mètres en 1 heure. Mmh. Et il ne faut pas qu'il s'arrête, toujours en mouvement. Et faire 20 mètres en 1 heure, je peux vous dire, essayez, c'est hurlant. Mais même chez vous, vous prenez votre pièce, ça 5 mètres, et ce 5 mètres-là, vous essayez de le faire en 20 minutes, sans jamais s'arrêter, en étant toujours en mouvement. Et vous allez comprendre que ralentir la vitesse, eh ben, il y a beaucoup d'émotions qui vont venir tout de suite. Le mental va vite faire des choses qui vont être vous n'allez pas penser, c'est-à-dire arrête cet exercice, c'est complètement débile, et vous allez passer vite à autre chose. Mais le corps, lui, il sait faire ça. Donc retrouver ça, voilà, c'est se contraindre. Donc l'initiation chamanique, c'est vraiment ça, c'est contraindre le corps à réagir comme lui, il ferait, sans qu'on a des émotions ou un mental. Une
fois qu'on est arrivé, on a une base solide pour commencer à travailler sur nos émotions et à travailler après sur notre mental. C'est là où est le sacrifice, ouais. Est-ce que, finalement, Oui, Jean-Pierre, heu, pour pouvoir accéder à ce chamanisme, est-ce que, eh bien, justement, il n'y a pas un sacrifice, plus général à faire, qui est tout simplement de se couper du monde moderne? Parce que le monde moderne, justement, t'incite à toujours aller plus vite, à te laisser en plus complètement, guider par, quand tu ne réfléchis même plus par toi-même. Tout à l'heure, tu prenais l'exemple du GPS. Bah, si on reprend cet exemple du GPS, il y a des études récentes qui ont montré que le fait que l'homme moderne utilise le GPS, il, réduit ses fonctions, dans des zones de son cerveau, dans l'hippocampe, dans son cortex préfrontal, par exemple, qui est la zone, de la planification et de la prise de décision, et que lorsque ces zones, elles sont pas stimulées, finalement, il y a des régressions qui peuvent, arriver à long terme. Et nous encore ça va, on est, une génération où on a appris à se diriger, avec des cartes, donc à faire de la cartographie, mentale. Les jeunes générations aujourd'hui, il y en a plus un seul qui sait lire, une carte. Tout le monde est complètement et à 100 dépendant d'un GPS. Et donc est-ce que c'est tu vois, est-ce qu'il n'y a pas ce sacrifice-là à faire? Se dire: «Ben, il faut se couper de toute la modernité, de tout le monde moderne, si on veut pouvoir, se rapprocher de ce chamanisme». alors oui, oui, c'est pour ça le néo-chamanisme, pour moi est une autre est quelque chose qui est complètement différent, qui est pour moi un développement personnel où, on peut utiliser des outils, issus du chamanisme pour faire quelque chose, un développement personnel, une guérison, autre chose, divination et cetera, c'est possible. Par contre, vivre le chamanisme intensément et oui, de toute manière, être initié par un chaman, déjà, tu enlèves les groupes. On ne peut pas être un chaman, heu, quand on a été enseigné dans un groupe. Alors ça regarde que moi, mais je vous expliquerai pourquoi après, bien sûr, évidemment. Le chaman, là, si par contre j'ai fait ce bouquin, ça peut être cette trilogie peut être aussi, heu, mon initié à moi, parce que justement, je ne peux pas initier quelqu'un à être chaman là où je suis, dans ce maelstrom, où j'étais, sur la Côte d'Azur, c'est impossible. Bon, maintenant je suis dans les montagnes, on ne sait pas. Mais voilà, mon livre, c'est aussi, quelque chose où j'enfante un initié et cet initié-là va peut-être, heu, sensibiliser ou d'autres personnes à faire ce chemin-là. Mais oui, c'est le mythe de Platon, c'est la caverne, on est obligé de se retirer du monde. Pourquoi? Heu, Parce que comme je vous dis, on est un champ de conscience unifié et quand on est un groupe et qui prend une drogue, ensemble, eh bien, il y a plein de choses qui se passent et comme on aime bien les films, on est très cinéphile, je vais te parler d'Inception. Pour moi, il faut faire très attention justement à ne pas se faire incepter, c'est-à-dire influencer émotionnellement ou consciemment ou inconsciemment par les gens qui sont autour de toi, voire par le chaman qui est en train de d'organiser en fait, la séance et par ses chants va orienter. Heu, le chamanisme que j'ai vécu, je l'ai vécu par vraiment un travail,
sur le corps où celui-là qui m'a enseigné restait à côté de moi en silence, en retrait. Et il suivait mes vols. Et si jamais je partais dans des contrées qu'il fallait pas, me ramenait. Mais il ne m'a jamais incepté, il ne m'a jamais orienté, il n'a jamais fait de chant ou de tambour ou de danse euh, qui me mettait dans un état influençable et influencé. C'était véritablement euh, donc ce chamanisme-là est un chamanisme. C'est pour ça que pour moi est une malédiction parce qu'on doit passer par des par du travail avec les minéraux qui sont travaillent dans des postures statiques parce que le minéral, l'énergie du minéral est très inertique, il est posé, il ne bouge pas. Après, on doit s'élever. Et pour s'élever d'un état qui est statique et qu'on doit pousser, en fait, euh, on doit pousser notre corps à sortir à sortir quelque chose, on doit pousser notre tête à sortir quelque chose. On rentre dans cet état végétatif qui est le monde des végétaux. Et dans ce monde des végétaux, il y a des plantes qui ont chacun un rôle à jouer dans ton corps. Il y aura celles qui vont te purifier, il y aura celles qui vont te laver, il y aura celles qui vont te faire vomir, il y aura celles qui vont t'amener dans un autre état, qui vont soit enlever le mental, soit exacerber les émotions. Et après, il y a véritablement des plantes qu'on dit hallucinogènes qui vont modifier quelque chose, qui vont t'ouvrir des perceptions entre l'espace et le temps. Et c'est là où tu vas travailler sur ta matière. Ces plantes-là, euh, si tu les prends tout de suite, elles vont te rejeter d'une manière douce ou violente, mais elles vont tout de suite te dire, tu ne t'es pas élevé, tu es à la racine. Là, tu me demandes d'avoir des fruits, mais tu t'es pas élevé dans la sève. Et c'est pour ça que l'art est très représenté dans tout le monde chamanique, dans tous les contrées de la Terre, dans tous les peuples, dans tous les continents. Souvent, on dit les racines, c'est le monde d'en bas, le tronc, c'est l'homme, et puis les branches, c'est les anges, c'est la partie spirituelle, la partie du haut. Mais en fait, non. L'arbre, au niveau chamanique, c'est l'immortalité. Il représente l'immortalité. Euh, un arbre est immortel. Si on lui met des conditions climatiques qu'il lui faut, il est immortel. C'est-à-dire qu'il se régénère continuellement, continuellement, continuellement. Et l'arbre, ce n'est pas, c'est une fonction, une sorte de circulation. Donc, je vais faire un geste, donc une circulation qui va du bas vers le haut, mais qui redescend et qui revient. Et ce symbolisme-là, où ça fait un 8, ça monte et voilà. C'est le symbole de l'immortalité, c'est le symbole justement du langage chamanique, du champ de conscience unifié, où tout est relié. Les racines relient le tronc, qui relie les branches, qui font les fruits, qui les fruits font les graines, et les graines recommencent à refaire un arbre par les racines, etc. Et le mycélium qui nourrit l'arbre, c'est la même chose. Il commence par les racines, il va vers les fruits, le fruit tombe, le champignon récupère le fruit et on refait un arbre ou on refait autre chose. C'est ce circuit-là d'éternité
immortel qui est aussi l'essence du chamanisme et qui est souvent très, très, très mal compris. C'est très intéressant, Jean. Ouais, ouais, c'est Tu as répondu ouais, à pas mal de questions que j'allais te poser, donc c'est vraiment bien parce c'est bien. qu'effectivement, dans les résumés de ton livre, j'avais noté que tu parlais de l'arbre et je me disais: «Tiens, c'est vrai qu'on retrouve ce symbole. Pourquoi? Comment?» Bah, voilà, tu as donné la réponse. Puis ton livre évoque aussi le sang. Alors ça, c'est tu Mmh. parles beaucoup du corps et c'est vraiment quelque chose, sur lequel j'avais envie de de t'interroger. Je ne sais pas ce que tu peux en dire à propos du sang. Il se trouve que j'ai écouté tout à l'heure une vidéo du docteur, Jean-Marc Sabatier. On mettra dans la description le lien vers la vidéo parce que ça répond à pas mal de questions sur une, certaine période de notre vie et puis vous y verrez un truc sur les canards. Ne mangez pas de canards, je glisse ça juste comme ça. Et donc ce chercheur, nous parle de l'impact de certains, disons, des virus et cetera. Et toi, tu parles du sang comme finalement presque une archive vivante. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est comme l'idée qu'on pourrait réactiver une lignée, à une puissance presque biologique et mystique à la fois. En fait, je m'étais interrogée, je me demandais, selon toi, que s peut-il se passer quand une lignée se réveille? Qu'est-ce que tu entends par lignée? En Par fait, rapport avec le sang, en fait, dans ton livre, tu n'as pas oui, trop précisé le rapport au sang, mais il se passe quelque chose avec le sang et il se passe oui, également, il y a des consciences et des mémoires des ancêtres, qui nous guident. oui, D'accord? Et je me oui. disais: «Tiens, est-ce qu'il se pourrait», mais c'est mon invention, hein, est-ce qu'il se pourrait qu'il puisse y avoir des réveils, de conscience et de lignées, alors à la fois chamaniques peut-être ou de lignées personnelles, je ne sais pas. Alors, ouais, là, tu ouvres la boîte de Pandore. Ah! Hem, On va la Comment refermer je vais alors. aborder ça? Non, 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 parce que justement, c'est intéressant, en fait, c'est intéressant. Bon, il faut bien que tu comprennes que, le chamanisme qu'on entend, qui est enseigné, hem, mmh, il n'est pas un chamanisme, n'aborde absolument pas, le sang. C'est, tabou et les chamans qui ont eu accès à ça, ce sont vraiment des chamans. Et comme je te dis, le chamanisme, il y a beaucoup de praticiens en chamanisme et c'est ça qui fait la différence, en fait, entre les praticiens du chamanisme et le chamanisme. C'est une question de cœur, heu, parce que, si tu veux, pour être un vrai chaman, il faut qu'à un moment donné, le cœur, il s'arrête. Il s'arrête d'alimenter un corps qui nourrit, hem, qui est perverti par l'âme ou par les émotions destructrices et même si on fait un énorme travail, heu, c'est comme des poupées russes, tu sais, on a l'esprit et pour l'esprit puisse rentrer dans un corps, il faut qu'il s'habille, heu, d'une âme ou des émotions pour pouvoir rentrer dans un corps. C'est sans ça, l'esprit, ne rentre pas dans la matière. Il lui faut une passerelle. Cette passerelle, c'est nos émotions, notre âme. Et donc, pour véritablement euh, accéder à cette mémoire que tu es en train de parler, il faut que qu'il subisse un arrêt du cœur et que son esprit se détache de l'âme
ou des émotions qui restent dans le corps. Cet esprit, ben, s'en va et normalement ne revient pas, ne peut pas revenir parce que alors dans les traditions, tu sais, les 3 cordes, hein, dans les traditions, on dit que notre âme est reliée par des cordes et cetera et quand on coupe les cordes, ben, on ne peut pas revenir, c'est mort. Donc quand par exemple on fait une NDE ou une mort clinique, on coupe une corde, 2 cordes, mais on a toujours la dernière qui est là et une fois qu'elle est tendue, il se passe quelque chose et ça revient et c'est violent. Le rattachement des 2 autres cordes est toujours un sentiment très violent. Par contre, quand, on utilise un certain champignon et que le cœur s'arrête, l'esprit part et il est accueilli par quelque chose. Alors, des autres esprits, des entités, des aliens, vous mettez les mots que vous voulez et c'est un peu comme, Anubis et mais c'est génial parce que j'ai tellement de choses à vous dire là-dessus. Bon, et Anubis va peser, hein, va peser l'âme. Vous savez, Anubis pèse l'âme et donc un esprit, il va venir et puis il va vous dire: «Oh Coco, OK, tu as fait un petit enseignement, chamanique et cetera et tout, mais es-tu digne?» Donc évidemment, il va pas le verbaliser. Il va regarder l'esprit, si cet esprit-là est nettoyé véritablement de tout, miasme, d'émotion, d'ego et si c'est le cas, s'il est pur, vierge, il y a une sorte de alors le mot est violent et il y a beaucoup de connotations dessus, il y a un pacte. C'est pas un pacte, d'esclaves, c'est un partenariat et je reviens avec le champignon, avec l'arbre, il y a un partenariat. C'est-à-dire que si je dois piloter mon navire à travers le mycélium des champs unifiés, je dois faire un pacte avec ce champ. Et il y a des êtres qui sont des superviseurs qui surveillent ce qui rentre ou ce qui sort. Parce que c'est un équilibre très fragile. Et quand on est arrivé et que on est accepté, heu, cette énergie-là rattache nos cordes, mais laisse un gène dans notre ADN qui nous permet, selon un rite très particulier, d'adombrer cette énergie-là. Cet adombrement, c'est-à-dire qu'il active quelque chose dans notre corps et il peut prendre il peut piloter mon corps. Parler avec une autre voix, accéder à des champs de conscience, heu, que j'ai pas accès moi, en tant que chaman, en tant qu'humain. Mais une fois qu'il rentre en moi et qui parle à ma place, qui bouge à ma place, hem, me permet, de faire un travail. Alors, heu, ce travail-là, c'est pas moi qui le décide. Moi, ma vie, elle est tranquille. Je suis comme, n'importe qui. C'est pour ça, regarde, je suis habillé
j'ai un appartement, je suis pas habillé, bon, si, j'ai les cheveux longs, hein, désolé, je fais un peu Jésus-Christ, mais j'ai une vie complètement normale d'humain, sauf qu'il y a des fois, je rencontre certaines personnes, et là, on me dit, tu dois dire ça, tu dois faire ça. Et si je le fais pas, c'est une pression constante jusqu'à temps que je le fasse. Si je ne le fais pas, c'est quelque chose qui est violent. C'est-à-dire, on peut m'arrêter dans ma vie. C'est-à-dire, me casser une jambe, faire quelque chose qui m'arrête, que je ne peux plus avancer dans ce que moi je voulais faire. Tant que je ne fais pas ce que, quelque part, cette conscience, cet esprit me dit de faire. C'est pas très cool ça. Dit comme ça, voilà, dit comme ça, c'est pour ça que je dis que c'est une malédiction. Bah oui, fallait bien Le trouver, chamanisme, pourquoi? Parce que c'est une jusqu'à malédiction. maintenant, c'est ce que la façon dont tu décrivais les choses, je la voyais pas trop la malédiction. Mais là, effectivement, si tu es Elle vient, copi elle vient elle vite. elle arrive, ouais, si tu es copiloté comme ça, c'est Alors, c'est pas non plus j'ai pas un couteau et ils vont pas me supprimer ma vie, ils vont pas voler mon âme parce que ils ont aucun intérêt. Je suis quelqu'un qui peut leur permettre d'accéder et, et épisodiquement amener à faire prendre conscience à d'autres personnes, mais ça peut être aussi des animaux ou des plantes, hein, quelque chose qu'ils ont envie. Mais vous savez, on regarde ça et puis on dit waouh, non, mais c'est pas cool, etc. Mais regardez notre corps. On a des cellules qui sont obligées de faire ce qu'elles doivent faire. Et il y a tout un processus dans notre corps où chacun a sa mission. Et quand une cellule veut être en libre arbitre et dire non, 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 mais moi je veux pas être contraint, je veux pas être piloté, et ben cette cellule, elle devient, comment dire, elle, euh, elle prolifère anarchiquement et ça s'appelle le cancer. C'est une cellule qui sort du système de pilotage du corps. Donc là, pour le corps, tout de suite on accepte. Maintenant, pour un humain, on ne l'accepte pas. On veut être libre. Et pourtant, pour nous, les chamans, il n'y a pas de temps. Tout est écrit et tout est à écrire. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tout est présent au même moment, au même instant. C'est juste la conscience qui rend la matière visible. Et ça, c'est très difficile, vraiment, très difficile à comprendre. Euh, Là, avec mon âge avancé, euh, je commence seulement vraiment à percevoir cette notion, euh, de par aussi cette malédiction de ma vie où vous connaissez les épisodes que je suis en train de passer en ce moment, où justement on m'a arrêté, tac, on m'a arrêté, et là où je pensais être en sécurité. Tout ça parce que je commence à m'endormir sur moi. Je commence à utiliser mon libre arbitre en disant, moi je veux être libre, mais en arbitrant la prison de quelqu'un d'autre, de ceux qui sont dans mon entourage ou dans la société, etc. Donc, euh, c'est c'est le principe, c'est un principe de vie. La vie, elle est quelque chose qui est toujours en mouvement. Quand je m'arrête, il se passe quelque chose. Alors moi, c'est peut-être plus violent euh, physiquement parce que
Euh, Mon corps est un réceptacle ou un véhicule. J'aime pas ces termes hein, parce que ça fait très New Age. Euh, mais il n'est pas totalement différent du vôtre parce que sur des plans différents, vous aussi, vous êtes piloté. Vous êtes piloté par les émotions des gens qui vous entourent. Vous êtes piloté par vos métiers, par une hiérarchie. Vous êtes piloté par des lois. Euh, vous n'êtes absolument pas libre. Et tu parlais tout à l'heure du GPS, on peut parler de l'intelligence artificielle, ou qui est un outil extraordinaire comment dire, d'expansion de notre conscience. Et pourtant, on est en involution complète avec cette IA parce qu'on la laisse nous piloter. Donc tu vois, tu as hurlé au- à la bénédiction parce que justement, parce que tu ne sais, tu ne comprends pas qu'est-ce qui pilote. Mmh. Et quand on comprend pas qu'est-ce qui pilote, Oui, en fait, c'est mon côté informaticien, tu sais, quand tu bosses dans une boîte, on t'installe un outil oui, qui s'appelle, TeamViewer, qui permet finalement de te prendre à distance, ton oui, PC, l'ordinateur. le contrôle de ton Oui, PC à distance. Moi, j'ai horreur de ouais, ça, je désactive systématiquement, voilà. Oui, mais c'est cette notion qu'on puisse prendre, voilà, qu'on puisse prendre, le contrôle de ta personne à distance qui, moi, m'horripile, on va dire. Et donc là, oui, clairement, effectivement, heu, ça pourrait être, vécu comme une malédiction. oui. Alors moi, ce qui est vécu aussi comme une malédiction, c'est justement ces néo-chamans qui ont un groupe et qui pilotent le groupe et qui vont doser de l'ayahuasca et, euh, et qui vont donner une même dose à, à toutes les personnes. Moi, avant que je touche une drogue hallucinogène, j'ai passé 6 mois de purification de mon corps. Je ne sais pas ce que vous réalisez. Avant que je touche une plante. C'est quand je vois 3 jours, alors minimum 3 semaines, hein, dire ok, il y a un petit travail qui peut être sympa là. 3 jours, non. Non, non, vous êtes piloté par quelque chose, donc par quelqu'un. Et ce quelqu'un, il est piloté par qui? Alors moi, je sais qui pilote. Voilà. Alors des fois, je fais mon rebelle, j'ai pas envie d'être piloté. Oui, mais évidemment, je suis humain. Hein, Jean-Pierre? Qui pilote le Et qui pilote? pilote le pilote? Ah oui? Le champ, le champ de conscience unifié. OK. En fait, si je te disais qu'on se pilotait, alors il y a, tu sais, souvent l'origine de la vie, il y a deux grandes théories. Il y a la théorie où l'univers est tellement vaste que c'est impossible qu'il n'y a pas la vie ailleurs. Est-ce que vous connaissez l'autre théorie? La théorie de la Terre rare. Il y a aussi les multivers, hein. C'est autre chose. Mélange pas tout. Ah! On parle juste de notre petite Terre tranquille, avec l'apparition dans une seule dimension, qui est notre univers palpable, visuel et, on va dire scientifique, donc factuel, sans rentrer dans une, voilà, dans une mécanique quantique ou une physique quantique. La théorie de la Terre rare, c'était, je ne sais plus qui c'est qui l'a, qui l'a mis, bon, je retrouverai le nom si vous voulez. Euh, il s'est dit que l'apparition de la vie, c'est pas trois, quatre
facteurs. Il y a plus de 22 facteurs. Et la probabilité, quand il y a 22 facteurs, c'est 22 factoriel. Et 22 factoriel est un nombre tellement grand, donc ça, c'est pour que la vie, j'ai essayé de préciser, pour que la vie apparaisse sur Terre à un moment donné, il faut 22 facteurs de probabilité qui se mettent, voilà, qui se réalisent. Et pour que ça se réalise, c'est 22 factoriel. Et 22 factoriel, c'est le nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers. Donc, pour que la vie apparaisse, eh ben, c'est peut-être qu'on est la seule, véritablement, Terre où il y a la vie dans l'univers. Et donc je vais pas revenir au centrisme où tout vient de la Terre, et etc. et tout. Je vais pas vous faire le truc de la Terre plate non plus. Non, mais c'est quand même fou, en fait, que les anciens disaient que la Terre est au milieu de l'univers, mais peut-être que c'est pas la Terre qui est au milieu de l'univers, c'est cette probabilité que la vie apparaisse. Et imaginez que ces multivers que tu as évoqués proviennent de la même source. Et l'origine que tu as demandé, Antoine, qui pilote, qui pilote, qui pilote, ben en fait, on s'autopilote. La vie s'autopilote. C'est-à-dire que Dieu, quand on dit Dieu est rien et tout à la fois. Eh ben, j'ai envie de vous dire ça. La Terre est une et une infinité. Et nous sommes les seuls êtres vivants, avec les animaux, enfin, tout ce qui est vivant, et il y a une multitude de vivants qui proviennent en fait de cette même source, mais sur peut-être des univers différents, et là, je vais te dire, forcément sur des dimensions différentes. Là, je vous ai catapulté dans un autre monde. Là, on vient de perdre tous les amis. Non, Là, parce ils que viennent d'aller dans le frigo. finalement, tu nous catapultes dans un monde qu'on connaît un peu plus, qui nous est plus familier, parce que c'est le principe du voyage temporel, ou même c'est le principe tout Exactement. simplement à partir du moment où tu prends une décision, tu fais le choix de lever la main droite ou la main gauche, tu crées deux temporalités possibles différentes. Et chaque seconde, finalement, on crée des multivers, on est nos propres créateurs de multivers. C'est ça. Et le chaman, en fait, c'est quelqu'un qui arrive, en fait, à voyager à travers les dimensions, mais il ne peut pas, lui, en tant qu'humain. Il faut qu'il soit adombré par une entité. Peut-être que c'est moi, un futur de 1 million d'années, qui, en fait, bah, dans ta lignée de... On va revenir au sang, hein. T'inquiète pas, je t'ai pas lâché. Et peut-être que moi, dans le futur, à 1 million d'années, ce code d'ADN qui est le mien peut venir justement m'adombrer et m'initier et me faire évoluer. Et on rentre dans une rétrocausalité où le futur influence le passé. Là, on fait péter les plombs. Mais quand on travaille le chamanisme et quand on travaille ça, on est vraiment fracturé du mental. Et là, toute ma vie, j'ai essayé de rassembler ces morceaux pour en faire un livre, pour essayer d'expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là, quand vous parlez à un être d'une quatrième dimension, qui est absolument plus assujetti à l'espace-temps.
C'est-à-dire que lui, il voit ma vie au même instant, de bébé à vieillard. Et il voit toutes les personnes que j'ai rencontrées. Il voit tout ce que j'ai fait. Il voit tous les films que j'ai lus, que j'ai vus, ou tous les livres que j'ai lus. Il voit toutes les interactions que je peux avoir. Et c'est quand je voyage qui m'amène à rentrer dans une conscience de dire, là, tu peux changer quelque chose. Pour ça, il y a un but. Tu vois, j'avais fait un rêve il y a quelque temps, je vous livre un peu de mon intimité onirique. J'avais fait un rêve où, alors parfois je fais des rêves un peu particuliers, parfois des rêves, bizarres, parfois des rêves sans doute normaux, mais ça, c'était un rêve particulier où je voyais absolument toute ma vie, tu vois? Ça me fait penser à ça. Toute ma vie, mais tout, je voyais tout, je regardais tout, c'était sur un seul plan, donc j'observais. Il y avait, je comprenais les liens entre les choses et il y avait, figure-toi, un superviseur. Mais il était pas là pour me guider, hein. C'est c'est un superviseur, je peux pas c'est pas un guide, hein, c'est un superviseur. Un gardien du seuil, on appelle ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était très Et il intéressant est là, parce que tu as franchi, oui? Vas-y, dis? tu as franchi, ouais, tu as franchi quelque chose, tu as ouvert une porte, tu as posé le pied, et là, il est là, et il dit: «Attention, Ah, il m'a rien dit où du tu mets tout. tes pieds». J'observais Non, tout. non, non, Ouais, d'accord, pour le gardien du il est seuil. là. En fait, dans mon rêve, je savais où j'en étais. Je savais ce qu'il me restait à faire, je savais pourquoi j'avais fait les choses et en fait, j'ai fait plusieurs rêves, si tu veux et je tournais un chapitre. C'était ça. Mmh. C'est l'idée, j'observe, je regarde un peu, tu vois, comme tu passes un examen, en fait et tu regardes un peu la copie. C'est ça, En gros, c'est c'est ça, ça. c'est exact, ouais. Alors c'est assez drôle. Les gardiens du seuil, ouais, les gardiens du seuil, je rebondis là-dessus, hein, je ne vais pas parler de ton rêve, mais je vais rebondir Oui, là-dessus sur le sur gardien les du gardiens seuil du parce qu'ils seuil. sont hyper importants. Parce qu'un chaman, vous comprenez qu'un chaman, quand il revient, il est chaman, mais c'est un homme. Et il repart avec ses émotions, positives ou négatives, et avec son mental, avec son ego. Donc il peut faire le bien et le mal. Il y a des chamans qui font du bien et il y a des chamans qui font du mal. C'est comme je dis toujours, à chaque fois, je dis c'est le couteau. Voilà. Le chaman, il a un couteau. C'est pour ça que je t'ai montré un ustensile tout à l'heure. Euh, parce que un chaman, c'est quelqu'un c'est un guerrier. C'est pas quelqu'un qui est tranquille. Parce que si un autre chaman veut le tuer, il a juste à accepter ou à faire une évocation, ça c'est encore un sujet encore à parler, de faire une évocation sur euh, une personne vulnérable émotionnellement. Cette personne vulnérable prend un couteau et va tuer le chaman. Non, mais pourquoi est-ce qu'un chaman voudrait tuer un autre Et, chaman? Ils servent pas la même cause? Là, j'ai loupé un épisode. non, euh, ce sont des humains. Oui, mais pilotés par Alors le des chaman, entités supérieures et des superviseurs. oui, Donc il y a une guéguerre de superviseurs. non, alors, le chaman, si tu veux, il y a des chamans qui pratiquent le chamanisme, donc des praticiens de chamanisme, qui ont accès à des rituels d'évocation. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire venir des énergies dans des objets ou dans des personnes. C'est souvent des rituels interdits. C'est une pratique chamanique interdite qui est la pratique du sang. Donc, on va sacrifier une poule pour qu'elle devienne euh, le réceptacle de l'évocation. Parce que si un chaman vient m'attaquer, je vais savoir qui m'attaque. Par contre, quand je vais
tu vois, qui a fait une évocation sur une poule, je vais voir qui m'attaque et je vais voir la poule. Parce qu'il a fait un transfert. Tu es en train de Encore dire, des choses Jean-Pierre, que tu t'es fait attaquer par dont une poule. on va parler. Waouh, je suis perdu. Non, parce que, regarde, oui, parce que si tu veux, un chaman c'est comme si que tout d'un coup, je prends le téléphone et je dis, j'appelle Antoine, et là, je te dis, Antoine, je suis pas du tout content. Donc là, tu sais qui t'appelle. D'accord? Tout à fait. Par contre, je vais dire à Natacha, tu sais, Antoine, voilà. Et puis, Natacha va te téléphoner et va te dire, Antoine, t'as fait ça, sans dire que c'est moi. Donc je deviens la poule là dans l'histoire. Voilà. Non, interdit. Interdit. Donc, oui, il va être en colère après toi. Voilà, Natacha Zigouillet, et c'est comme ça qu'il pratique. Donc, il y a un chamanisme, par exemple, en Afrique, vous connaissez les marabouts, les sorciers, etc. C'est très fort et très violent. Mais on avait ça aussi en France avec les paysans. Et il y a beaucoup de rituels qui sont comme ça D'accord, et oui. qui Donc sont de là, là, la t'englobes, pratique chamanique. ouais, J'englobe t'englobes beaucoup de de choses. façon générale tout ce qui est pratique, sorcellerie, vaudouisme, Je te parle de maraboutage. toute qui ont l'origine qui est le chamanisme. Ok. C'est vrai que là, il y a des émissions sur le chamanisme qu'on pourrait faire, l'origine du chamanisme. Et tu verras qu'il y a beaucoup de choses de littérature qui ont été découvertes dans les années 1900. Et pourquoi? Parce qu'en 1900, ben, on a redécouvert les pyramides d'Égypte et Champollion, etc., etc. Et avec ça, on a toute une culture euh, chamanique qui est venue d'Égypte, des autres peuples avant, mais l'Égypte a été une sorte de catalyseur là-dessus. Et tout le New Age, et beaucoup de choses de littérature qu'on a proviennent de cet instant-là, des années 1900. Bon, bref, ça c'est autre chose. Pour revenir au chamanisme, pour justement le couteau, euh, l'énergie qu'on a ou qu'on peut faire, c'est un couteau. On peut couper notre saucisson pour nous nourrir. On peut aussi l'utiliser pour tuer. Mais c'est inhérent à tout le monde. On a un langage, on peut dire des belles choses, et puis on peut dire vraiment des choses très mauvaises. Et vous savez que le verbe, c'est l'épée, et l'épée est tranchante et aiguisée. Donc, euh, Moi, ah, pardon. oui, reviens. Je reviens, il y a un truc Vas-y. qui m'intrigue en fait, parce qu'on a parlé du sang, on a parlé de l'ADN, on a parlé, du gène, on a parlé pas mal de choses. J'ai un petit peu l'impression que vous les chamans, ou en tout cas de ce que tu dis, vous accédez à une sorte de mémoire, tu vois? Peut-être une mémoire externe Oui, même et à quelque chose, de déposé dans la trame du vivant. oui. C'est pour ça que euh, l'initiation est un travail du corps. C'est-à-dire qu'il faut véritablement travailler son corps, travailler ses sens, les cinq sens, mais aussi les rythmes. On a cinq rythmes. Euh, Travailler notre verticalité, travailler notre horizontalité, travailler les trois mouvements fondamentaux, euh, travailler notre nourriture, comment on l'aperçoit, euh, travailler la respiration, euh, la comprendre, comprendre nos organes, aller les voir, aller comprendre pourquoi la colère euh, peut affecter un organe. Et tout ça, ce sont des exercices physiques qui nous amènent, des contraintes physiques qui nous amènent à ressentir une émotion. Et dans cette contrainte physique, on s'aperçoit que l'émotion, la colère,
je sais pas, moi, la culpabilité, mais ça peut être la joie, s'exprime par un mouvement euh, ou une contrainte d'un mouvement. Une fois qu'on a compris ça, quand on va accéder au bruit, je vais le dire comme ça, le bruit, c'est tout ce qui n'est pas de notre monde. Euh, il va falloir faire quelque chose. Exemple, euh, vous partez en voyage, vous allez en Chine ou au Japon, vous savez, la- le carrefour du Japon à Tokyo, qui est partout, où tout le monde voit, où il y a des centaines de personnes qui traversent, etc. et tout. Si vous avez été une fois là-bas, personne ne vous remarque. Vous pouvez faire ce que vous voulez, personne ne vous remarque. Sauf si vous commencez à faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Donc un chaman, quand il va de l'autre côté, il faut qu'il se fasse remarquer. Et il se fasse remarquer par son corps. C'est pour ça que le mot chaman, c'est danser, s'agiter. Ça veut dire que pour rentrer dans le monde de ces entités, il faut danser, chanter, il faut bouger pour qu'ils te remarquent. Mais attention, s'ils te remarquent, là tu es vu. C'est pour ça qu'il y a une initiation drastique, une didactique, un sacrifice et une souffrance. Ça te permet de rester vivant, de surtout de pas perdre la tête. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que il y a certains chamans qui peuvent ne pas revenir, des praticiens qui ne reviennent pas. Alors, ils reviennent, ils ne sont pas morts, mais ils reviennent différents, psychologiquement différents, psychiatriquement différents. Et, euh, et donc, oui, un chaman, ben, il va bouger dans l'autre côté, il va se faire remarquer, et on va en venir, et ils vont te demander, mais qui tu es? Quel est ton nom? Jean-Pierre, est-ce que je dois m'inquiéter? Et Parce que depuis le début de notre émission, je te jure, j'entends des tambours dans ma tête. Tu sais, ça fait et ça, j'ai ça en boucle depuis le début et- de notre émission. non, sérieux ou pas? Non, c'est vrai. C'est vrai? Ah ouais, Vraiment? ouais, vraiment. Incroyable, hein? Éteins ta radio. Ah, c'est vrai. Mais alors, bon, Donc c'est quoi? pour moi, à toi, je, Purée? je rebondis là-dessus. Je rebondis là-dessus. Ça, c'est pas une synchronicité, c'est une confirmation. Ah, Ça veut dire que euh, de vous deux, euh, le moins sensible à ça, c'est Antoine. mmh. Et pourtant, c'est Antoine qui entend. Et ça, pour moi, c'est une confirmation. C'est-à-dire que j'ai une parole juste et je dis ce qui doit être dit. Alors, ça vous paraît. Mais pour moi, ça, c'est des grâces. Pour moi, c'est ça. Voilà. Tu veux savoir ce que c'est le sacré? C'est ça. Avoir une confirmation, d'être juste à l'endroit où je suis. Merci, Antoine, de ce moment de partage. Écoute, avec plaisir. Donc, Tu dois pas être je suis inquiet. désolé pour les tambours. Non, 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 ne sois pas inquiet. C'est aussi quelque chose qui te permet de dire, bon, il n'est pas si tard que ça, en fait. Et j'ai pas besoin d'avoir des habits et j'ai pas besoin de faire un folklore, un théâtre pour persuader les gens. Ma parole est mon vécu, c'est mon corps qui parle. Honnêtement, ce soir, j'avais préparé, ben non, j'ai rien préparé. Et Natacha pourra me confirmer. Je lui ai dit, bon, bah, si tu veux, on fait un truc un petit peu chiadé, quoi, un petit peu préparé, etc. Ça ne marche pas comme ça, Jean-Pierre. C'est pas toi qui pilote.
Sinon, on doit prendre ce canal, sachant que le 11 novembre, le 11-11, Oui. c'est une sacrée porte, hein, aujourd'hui. Mmh. Et on enregistre Voilà. les Mimi le Donc 11 novembre, effectivement, et il est pas loin de 23h, ouais, il faut le savoir. ouais, mais là, on est jusqu'à 6 heures du matin. C'est ça que parce qu'à chaque fois, on aborde des choses et il faudrait qu'on vraiment on fasse une émission. C'est pour ça que je fais le livre, pour justement expliquer, tout ce cheminement, que ce chamanisme est un langage et c'est un langage du vivant et bien sûr, Natacha, c'est inscrit dans notre sang, évidemment, Moi, évidemment je et t'interroge beaucoup à ce sujet parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui notre société et c'est un peu ce que je vois dans ton livre quand tu parles à un moment donné d'une certaine religion et je ne dirai pas laquelle, mmh, parce que je laisserai les personnes qui ont envie de découvrir le livre, j'ai envie de leur laisser des points d'interrogation oui, aussi. Hem, dans notre société aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on arrive au cœur du vivant et qu'on change des choses et que ces choses ne sont pas faites. C'est un peu mon esprit, là je rejoins Antoine et beaucoup de personnes qui m'écoutent, c'est un peu mon esprit, les choses ne sont pas faites par hasard et on il y a des manipulations, il y a des choses comme ça. mmh, Et là, on parle de notre, je veux pas que la l'émission soit arrêtée, donc je peux pas prononcer les mots, mais disons qu'on intervient au cœur du vivant, au cœur de notre ADN et là, vous avez compris de quoi je parle. mmh, Alors que toi, tu nous dis: «Mais attends, il y a des gènes, il y a, le sang». Tu vois? Quand j'ai lu ça, j'ai dit: «Oh là!» mais bien sûr, J'ai évidemment l'impression de et forces si qui s'opposent, tu ouais comprends? Et du coup, dans et ces il y a exactement, il y a le vivant qui se révolte. Alors, faut savoir que le vivant, c'est une guerre toujours entre les champignons et les bactéries pour, savoir, qui peuple cette, terre. Ça, c'est la base du vivant, hein et il y a un arbitre qui est les virus mmh, et donc, justement, quand, le virus devient trop important et ben, il y a le vivant qui commence à se réapproprier, ce langage et voilà quoi et oui, il y a une guerre là. Il y a une guerre dans nos cellules oui et je qui voyais une change. guerre au niveau aussi, je vais dire c'est, comment dire? Au niveau politique, tu comprends? Oui, oui, Au oui, oui, niveau de mais notre c'est organisation humaine, en fait. Je vois mais des choses qui sont en train de se faire au cœur du vivant et je peux pas prononcer les mots pour préserver la chaîne oui, d'Antoine. je ne peux pas dissocier les 2. Mmh. Pour moi, les 2, c'est le même corps. Est-ce que tu as un C'est rôle juste toi, parce que tu as dit: «C'est pas le chaman qui choisit d'être chaman, mais c'est le oui, j'ai un rôle. chamanisme». Oui, j'ai un rôle, évidemment, ouais. Mmh. J'ai un rôle sur l'information, au sein du sang. Hem, donc oui, le chamanisme, c'est un travail des fluides. On est, justement, c'est, c'est le cœur de notre travail. Mais ça, je peux pas, j'aimerais vous le dire comme ça en brutal, mais on peut pas, on peut pas apprendre à un enfant de 1 an, la fugue de Chopin. Mmh. Il faut qu'il a des clés, d'apprentissage pour que sa conscience puisse accéder à ça. Parce que notre mental refuse. Heu, si je vous dis que le temps n'existe pas, heu, vous allez pas me croire. Votre mental va vous refuser Ouais, et c'est évident. c'est pour ça D'ailleurs, que ça fait Mmh, parler j'ai pardon. une petite question, par rapport au livre et ça oui, sera ça sera la peut-être la dernière question et puis on refera, je pense, Jean-Pierre, une émission, mais une fois que ton livre sera sorti comme ça,
On l'aura lu un peu Ouais, plus, et puis on pourra débattre d'autres sujets. Heu, tu as appelé ton scientifique, Philippe, Oui. c'est ça, hein, si j'ai bien suivi? oui, Est-ce qu'il y aurait oui, pas un petit clin d'œil, parce qu'on a parlé de synchronicité, oui, on a parlé de tout à fait. Oui, causalité et cetera, à oui, monsieur Philippe Guillemot? oui. Il y a un petit clin d'œil, mais on lui laissera justement au lecteur de découvrir dans le livre. Évidemment, évidemment, très grand monsieur. Il a mis ce que nous, on a expérimenté, lui, il a arrivé à le scientiser, à le mettre dans des notions scientifiques et il l'a expérimenté. Et oui, évidemment, évidemment, évidemment. C'est un petit clin d'œil aussi pour lui, voilà, pour intimement lui le remercier. Ah, bah, écoute, c'est parfait. D'ailleurs, on devrait le recevoir bientôt, logiquement, Philippe, pour, tu vas parler de son livre, Le pic de l'esprit. Ah, Ah, ouais, ben voilà, voilà, on est, parfait. peut-être dans le même sujet. Juste un dernier mot et je vais terminer par là. Hem, Là, on vit une époque où, justement, on a l'IA, donc on en parle un petit peu parce que c'est quand même le centre de l'attention de tout le monde tout le monde est pour, contre, et cetera. Mais personne voit le côté très positif de l'IA. C'est qu'il va nous redonner du discernement. Mais pour avoir du discernement, il y a qu'une seule voie, c'est notre corps. Parce que le corps ne ment pas. Par contre, votre mental vous ment, vos yeux vous mentent. Tous les sens qui passent par votre cerveau peuvent vous mentir. On peut vous incepter, on peut vous manipuler. La seule chose que vous ne pouvez pas faire mentir, c'est le corps. Et il y a un organe qui est notre deuxième cerveau, qui est le cœur. Ah, pas le cœur émotionnel, c'est la façon dont il bat, la façon dont il pulse le sang. Un chaman, quand il regarde une personne, il regarde la veine du cou. Et il peut regarder si ça s'accélère. N'est-ce pas, Natacha? On se demande qui tu regardes. Je me disais: «Il regarde lequel?» mais lui, il est caché et moi pas. Et là, vous pouvez regarder sa veine comme elle a grossi, À la qui? veine qui est à gauche. À toi. À moi? Vous regarderez le ouais, celle-là, ouais, Bah, je me suis exactement. marrée. Tu regarderas. Bah, on la voit mal là. Bon, On voit bah, tu celle-là? verras et vous essayerez, hein, tu pourras, couper, au montage cette séquence. Bah, je rigole. Mais oui, c'est justement ça, c'est, cette faculté de pouvoir faire, de pouvoir faire battre quelque chose. Donc les fluides, Ce qui m'a le fait rire, sang. pardon, mais ce qui m'a fait rire, c'est Antoine qui veut pas qu'on voit la manière dont son cœur bat J'ai mis et je me dis: «C'est complètement naturel», donc on s'en fout, en fait. voilà, voilà. Non, mais on avait déjà parlé avec Antoine, j'ai dit: «Ah, je ferai une expérience, alors par contre, cache bien ton cou, hein». Non, non, on s'était pas vu. Bah, Mais moi ouais, tu comprends en fait, voilà et quand on commence à sentir et à travailler avec son corps, ça donc on travaille plus avec la respiration et cetera ou mais les battements du cœur, c'est pas mal ou les frissons, c'est quelque chose qui passe justement par la moelle épinière et ça, vous savez exactement si c'est vrai ou si c'est faux, ce qu'on vous dit. mmh, Donc l'IA ne peut plus mentir là-dessus. Elle n'a aucun accès et là, on réapproprie son discernement. mmh. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas, rentrer dans les pensées que l'on met, tu vois, sur les sensations corporelles parce que c'est là où on va, du coup, interpréter.
C'est un travail. C'est un travail. C'est un vrai travail. Aller à l'écoute de son corps est un véritable travail Non, je voulais et dire ne qu'on pas ne veut pas faire. moi je voulais dire ne pas, croire aux pensées que tu vois, les quand on ressent quelque chose, on interprète ce que l'on ressent. On met, Oui, ce que j'appelle, on met des pensées sur les sensations et donc c'est là oui, où moi je dis: «Bah, il mais c'est pas une faut essayer de» je te dis pas de mettre une pensée. non, justement, c'est ce que je te dis. Je te Je te dis dis qu'il faut ne de pas le faire. voir. Oui, oui, pardon. Ah, Voilà mes amis. ouais, bah, super, Jean-Pierre, on a été vraiment, ravis, de pouvoir, bah, faire cet échange, avec toi. Hem, on l'a bien compris, hein, c'est un échange qui en amènera encore à un autre. Comme tu l'as dit, il faudrait au moins Ouais. 10 émissions pour pouvoir, parler de tout ça. Hem, Bah, écoute, nous déjà on va attendre, gentiment que On se donne ren tu Oui, sortes ton on se livre donne déjà. rendez oui, voilà, on se donne rendez-vous au début de l'année, Oui, et puis pour on va se donner 2026, rendez-vous en en janvier, 2026. ouais, Ouais, tout à fait, comme ça parfait. on pourra faire, une très, très belle émission. Je vous embrasse très fort et puis, on se tient au courant. Ah bah, Entendu. Et les amis, juste pour finir, on est donc, le 11 novembre et il est 23h11, 11:11, voilà, ça y est, là c'est fini. On a bouclé. On a bouclé, il y a des 11 de partout. Merci là-haut. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Passez un très, très bon week-end les amis, une très bonne semaine pour ceux qui nous regardent en replay. Puis Jean-Pierre, eh bien, bon courage pour la sortie de ton livre et on se dit à l'année prochaine. Allez, au revoir les amis, au revoir Natacha, Antoine. au revoir à tous. Au revoir Jean-Pierre, merci. Au revoir Antoine. Ciao à tous, bye bye. Il se trouve que j'ai écouté tout à l'heure une vidéo de, Montagnier, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un scientifique, je retrouverai et j'enverrai la vidéo à Antoine qui le mettra dans la partie, mmh, j'ai oublié le mot encore une fois, description. Ah, c'est Luc. C'est Jean-Marc, Jean-Marc? ouais, Ah, mais c'est pas le même Jean-Marc alors. Sabatier. Bah, Mmh. c'est pas Montagnier alors. Qu'est-ce que j'ai dit? Sabatier, Montagnier. Montagnier. J'ai pas la mémoire des noms. Ah bah, tu J'ai peux pas la tout faire mémoire alors. Là, j'ai pas c'est la mémoire des noms, donc je peux donc pas c'est pas Montagnier, c'est Sabatier. ouais, je recommence. Mmh. Ça marche. Bah, je vous remercie, tous les 2. Je suis désolé, hein, je fais toujours des envolées, lyriques, mais voilà, c'est moi. Non, c'était bien, tu as bien répondu. Bon. Pardon. Bon petite camomille et au dodo. Bah, j'ai alors Antoine va se moquer de moi, hein, mais je n'ai pas dîné, donc il faut que j'aille manger. Tu n'as Hein? pas dîné J'ai Mmh. encore. pas dîné, mais je ne dînerai Mmh? Tu n'as pas dîné non je ne plus, dînerai d'accord. pas. Je Toi non plus? ouais, ouais. Ouais. Personne n'a dîné. Tu as dîné, Antoine? Bah, tu as vu ma bouille? Forcément, j'ai dîné. Bon, tu as mangé pour nous 3. Allez, c'est bien. Bon, allez, On Bah, écoutez, voilà, les amis,
On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour, un prochain Mimi, heu, qui j'espère cette fois-ci sera le Mimi, spécial, Moonhawks, voilà. Je devrais être quasi Ah, prêt. Ah ah, oui, intéressant. un sujet intéressant. Oui, mais Mmh. arrête de l'annoncer parce que tu les tiens en haleine et puis finalement, il y a C'est rien pas qui grave, sort. comme ça ils sont là chaque semaine et puis ils Oui, reviennent. oui, oui, c'est très bien. C'est très bien. Il faut que je vous rappelle quelque chose les amis. Antoine met toujours à la fin, alors après le bêtisier, dont je suis généralement sa victime, n'est-ce pas Antoine? Là, je vais trouver à un moment donné une vengeance, tu vois? Je vais faire appel à notre chaman. Ça va être toi la poule, moi je te le dis. Donc Antoine, après l'émission, Antoine met toujours: «Oh mias» Antoine regarde, regarde ce que tu risques. Ça fait peur, mais tu devrais mettre, toi aussi ton petit masque de chaman, de chat chaman. Oh moi je fais beaucoup moins peur, hein. Voilà, voilà ce qui vous attend. Qui va se passer. Hein, garde bien ton écharpe Antoine. Donc je disais, après nos petites bêtises, merci Jean-Pierre, après nos petites bêtises, Antoine met toujours un «Om miasme» avec ma voix. Je ne suis pas un gourou, il fait ça pour s'amuser et le Om, Aum miasme, c'était en fait une petite expérience qu'on avait lancée pour jouer et cette expérience, je te laisse la rappeler parce que nous ne sommes pas des gourous. Non, ni des gourous en mousse. Non, puis tu as une très, très belle voix sur ce Omnias que j'adore. C'est juste qu'on a une expérience jusqu'au mois de décembre, voilà, d'avoir créé un égrégore et cet égrégore est censé nous apporter 50 000 abonnés. On n'en est qu'à la moitié, hein, donc il reste plus qu'un mois, hein. Donc on verra ce que ça donne avant Noël. Mais voilà, c'était la petite expérience. Je vous renvoie à l'émission du mois de juillet. Om miasme, Om miasme, Om miasme.